Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Malheureusement, vous serez seul. Souvent, ça peut arriver où l'on soit empêché. C'était comme votre livre dernier, mais vous avez su vous faire remplacer par Marc, qu'on salue au passage. C'est sûr qu'il est câblé devant sa télévision, Marc Goudianou. Merci pour votre passage ici vendredi dernier. Laurent Roland Tonneikes, vous avez écouté les titres ce matin. L'information capitale qui saute à l'œil dont on parle si tant que vous n'avez pas forcément, oui, vous l'avez mentionné, c'est donc cette mise en place d'une commission tripartite pour rapidement trouver une solution à la crise entre le Bénin et le Niger. D'autres quotidiens ont titré le Niger favorable à ce que cette crise trouve une solution. Quand même, c'est de bonnes informations qu'on affiche aujourd'hui. Et un journal a parlé de Tiani ouvert au dialogue. C'est quand même salutaire, Laurent Roland Tonneikes. C'est vraiment salutaire pour les deux peuples. C'est salutaire pour les Béninois et pour les Nigériens. C'est salutaire pour l'intégration sous-régionale, c'est salutaire pour la reprise des échanges entre les deux pays, notamment le Bénin et le Niger. Et je crois que en la matière, on ne peut qu'être satisfait de ce que oui, nous allons progressivement vers un dénouement heureux de cette crise qui existe entre le Bénin et le Niger depuis des mois. Et déjà aussi cette nouvelle information, en tout cas, qui est tombée depuis lundi soir, où on parle de la mise en place d'une commission tripartite où les anciens présidents du Bénin ont été en tout cas nommés dans cette commission. C'est ce qu'on proposait. Je crois qu'on peut être fier de ce que oui, dans une certaine mesure, les propositions que nous avions faites certainement sur ce plateau, oui. En tout cas, les gens évoluent dans ce cadre parce que, comme je le dis jamais assez, la crise entre le Bénin et le Niger, ça ne profite pas aux populations du tout. C'est vrai que c'est une question d'intérêt peut-être entre les deux pays. Le Bénin défendra ses intérêts, le Niger également. On parlera de souveraineté de chaque pays, de chacun des pays. Mais au fond, nous sommes frères. Il ne faut pas oublier, nous avons des liens assez forts. Oui. Assez forts. Donc, il faut travailler au plus vite pour que nous puissions sortir de cette crise. Et là, il faut féliciter déjà toutes les personnes qui sont intervenues dans cette situation de crise. Je crois que quand on fait un point des différentes démarches, ceux qui voulaient tout le temps mettre de l'huile au feu doivent pouvoir comprendre qu'ils étaient peut-être sur la mauvaise piste et qu'il va falloir désormais maintenant réfléchir pas mille fois avant de peut-être prendre la parole et dire n'importe quoi, surtout à la fois. Merci aux anciens chefs d'État qui ont pris l'initiative d'aller au Niger, même si officiellement on ne dit pas qu'il y a eu des contacts avant, mais on suppose que certainement il y a des contacts. Mais il faut déjà quand même accepter et féliciter leur démarche parce qu'ils ont accepté faire le pas. N'eût été leur intervention, je ne suis pas sûr qu'on en serait là à parler de dénouement, probable dénouement de cette crise. Donc c'est parce qu'à un moment donné, ils ont accepté aller au front pour aller agir en tant qu'aînés, pour parler à chaque. Et nous avons également fait cette recommandation sur ce plateau. On a souhaité que les deux anciens chefs d'État puissent faire cette démarche. Oui, puisque nous avions demandé qui, pour faire cette démarche, on a pensé au jeune président sénégalais. Oui, mais je après, vous disais clairement le jour-là qu'il vient d'arriver, ne le mêlez pas. Il ne faut pas le mettre dans ces histoires-là. Quand des anciens ne veulent pas se comprendre. Mais Laurent Roland Tonneikes, ce que je veux dire pour préciser, c'est que moi je disais, et je le dis toujours, il faut que même au sein de cette commission tripartite, que le président Tiani et que le président Talon comprennent que l'intérêt des deux pays au-dessus de tout, en réalité. Et les deux anciens chefs d'État, notamment les anciens chefs d'État du Niger, qui certainement vont intervenir dans cette commission également, que chacun d'eux comprenne que nous ne sommes plus sur le terrain des intérêts politiques internes.
Intérêt politique interne. Parce que quand on parle d'intérêt politique, les gens ont tout fait de condamner... Nous sommes sur un terrain d'intérêt politique externe. Voilà. En fait, quand je parle d'intérêt politique interne, c'est que les gens ont tout fait de condamner Boni Yaye et Nicéphore Soglo parce qu'ils sont des anciens chefs d'État et qui sont malheureusement de l'opposition au Bénin. Et donc, pensant que oui, dans leur démarche, ils pourraient peut-être compliquer la tâche et envenimer la situation. C'est l'intérêt du Bénin qui est en jeu. Voilà, ils donc, ont mis au-dessus les intérêts internes, quand ils seront au Bénin, on en parle avec Patrice Talon. Ils peuvent traiter Patrice Talon comme ils veulent au Bénin, mais à un moment donné, ils doivent comprendre que si tant est qu'ils sont opposants et qu'ils veulent vraiment... par exemple, l'équipe de Boni Yaye, le Parti des démocrates, aspire à diriger. Quand vous aspirez à diriger, vous devez poser des actes pour l'intérêt supérieur. Et donc, c'est de ça que je parle. Parce que j'ai suivi quelques émissions où les gens traitaient, à la limite, Nicéphore Soglo Boni Yaye avec des propos assez peu courtois. Pourquoi? J'ai suivi une émission qui m'a été envoyée d'ailleurs même par un de nos téléspectateurs du Canada. Et cette émission a été réalisée au Bénin où un jeune se permettait de traiter les anciens chefs d'État de tous les noms parce qu'il estime qu'ils ne sont pas les meilleures personnes. Mais je crois que Patrice Talon, les recevant, montre à toutes ces personnes-là qui vont dans tous les sens parce qu'il veut lui plaire dans une certaine mesure, de comprendre que l'intérêt du Bénin, ce n'est pas l'intérêt les intérêts politiques internes et que les gens seront se mettre ce n'est pas une question d'opposition ou de mouvance qui s'oppose. C'est une question de plusieurs millions de Béninois, de plusieurs millions de Nigériens qui souffrent en ce moment, Laurent Roland-Tonné. Je dis, c'est-à-dire qu'en réalité, Boni Yaye aujourd'hui a tout intérêt que cette affaire soit réglée. Si ça échoue, je suis sûr que les gens ne vont pas le rater. Mais ça ne jouera pas. Justement, non, c'est tout souhait. Le président nigérien est très favorable à ce que la crise trouve un dénouement. Mais aussi, j'ai lu rapidement, quelque part, que cette commission tripartite travaillera de telle sorte que les deux pays, la question sécuritaire qui concerne ces deux pays soit également traitée. Oui, le Niger accuse le Bénin d'un certain nombre de faits. Et donc il va falloir que le chef de l'État béninois rassure davantage son frère du Niger pour dire non, écoutez, ce que vous pensez, les informations que vous avez, en réalité, rien n'en est de cela. Donc, il fallait que vous compreniez que, bon, que les preuves soient versées à cette voilà, commission. Parce que le problème, c'est que le Niger ne collabore plus avec la France, mais une fois que le Bénin collabore avec la France, le Niger va toujours considérer que le Bénin est en train de traiter avec son ennemi. En fait, l'ami de mon ennemi, en tout cas, est mon ennemi. Nous, le stade du terre à terre, en réalité. Le Niger, les Nigériens, pour moi, à la limite, n'exagèrent pas en évoquant un certain nombre de sujets. Parce que nous partageons une frontière avec le Niger. En parlant de sujets liés à la sécurité. Écoutez, nous partageons une frontière avec le Niger. Les Nigériens ont renvoyé les Français de leur territoire. Et donc, vous, au Bénin, nous, au Bénin, pour sécuriser notre territoire à cause des djihadistes, nous, peut-être, nous sympathisons avec les Français. Et eux, ils estiment que, en fait, c'est une question, ça peut être de la suspicion à la limite, mais il faut que chacun comprenne la position de l'autre et puis maintenant qu'on se parle et qu'on définisse les modalités. Je crois qu'avec cette commission, ils vont parler, ils vont se dire les vérités, ils vont maintenant décider de ce qu'il faut faire. Et s'il faut que les Nigériens, en tout cas, certains éléments des forces de défense et de sécurité du Niger soient peut-être associés aux forces de défense et de sécurité du Bénin pour travailler en symbiose. Je crois que c'est des propositions qui peuvent peut-être jaillir de cette commission et qui pourraient rassurer les uns les autres. C'est très important. Alors, on va passer au deuxième sujet, si vous n'avez plus rien à dire à ce propos. Quand même, on apprend, avant de finir définitivement, qu'il y aura une délégation du Niger qui sera au Bénin. Oui. Qui va certainement rencontrer les chefs de l'État ici. Oui, je crois que la crise de confiance est là et ce n'est pas évident que Tiani se déplace pour venir au Bénin. Ce n'est pas évident que Patrice Talon aussi veuille aller certainement facilement au Niger. Et donc, moi, je proposais déjà que s'il doit y avoir une rencontre, c'est que la rencontre se tienne hors des deux pays, qu'on aille dans un autre pays, un pays tiers, et que finalement, que Boni, par exemple, Patrice Talon et Tiani se rencontrent peut-être dans ce pays pour discuter. Mais il est fort probable que Tiani ne se veuille pas sortir de son pays parce que sous les sanctions de l'Union européenne, c'est une chose, il y a beaucoup de risques à lui, peut-être, il y a beaucoup de risques à prendre par lui s'il sortait de son pays aussi facilement. Donc, il se peut que ce soit les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense qui se rencontrent pour discuter et verser maintenant la proposition, les discussions, parce que chaque chef d'État parlera à ses ministres qui
participeront à cette commission. Et puis après, sous le couvert des anciens chefs d'État, je suis sûr que c'est certainement comme ça que ça va se passer. Maintenant, Tiani peut également envoyer des émissaires rencontrer Patrice Talon. Et Patrice Talon a son tour envoyé aussi des émissaires chez Tiani. L'un dans l'autre, toutes les possibilités s'offrent à eux pour que nous puissions aller très vite au dénouement heureux de cette crise. Très bien. On ne peut pas souhaiter mieux. On va suivre de près l'évolution de cette médiation, de cette affaire, d'ici quelques semaines. Nous allons à la une du quotidien Le Télégramme qui parle de sortie frauduleuse de 84 tonnes de cajou interceptés à Pira. La police veille grève. Laurent Wolanton. La police fait son travail. Ça, il faut l'avouer. La police est là pour... parce qu'on a interdit que les gens sortent les produits du territoire, notamment les noix de cajou, notamment, comme vous appelez, il y a un autre, le soja et autres. C'est interdit de sortir du territoire national. Et par conséquent, le maïs, le maïs, oui, mais bon, je crois que c'est la pression est beaucoup plus forte du côté du cajou et du soja parce qu'on en a besoin à la zone industrielle de Glodjibé pour la transformation. Mais j'estime fondamentalement que oui, la police fait son travail, c'est une mission républicaine. On leur demande d'intercepter tous ceux qui veulent sortir les produits frauduleusement du territoire. Mais je me pose toujours une question. On a besoin des produits à transformer au plan local, mais à quel prix on achète ces produits chez nos producteurs? Le véritable problème, c'est qu'il faut véritablement se préparer. Moi, je crois que fondamentalement, c'est bien qu'il y a un décret, oui, en avril dernier, on avait sorti une décision pour dire qu'on ne doit pas sortir le cajou, on ne doit pas sortir le soja. Je me souviens très bien, à partir du 1er avril d'ailleurs, parce qu'on dit qu'on pourra exporter que quand on en aura besoin, en tout cas on en aura en quantité pour l'industrie locale. Et ce décret date de 2022, décret... Il y avait un décret, mais le 1er avril dernier, il y avait une note du ministre du Commerce qui disait expressément que jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas sortir le cajou du territoire national, on ne peut pas sortir le soja également. À partir de avril 2024. À partir du 1er avril 2024, il y avait une note qui interdisait ça. Et donc, oui, l'un dans l'autre, je ne suis pas contre ce décret et ces mesures prises par le gouvernement. Vous êtes contre quoi alors? Mon problème, à quel prix on achète ça chez les producteurs? Parce que si vous produisez à Moriagua... Cette question n'a pas été réglée par le gouvernement. Réglée en quoi? Si c'est réglé, est-ce que les gens vont chercher autant de profit pour vouloir les vendre à l'extérieur du pays? Allez demander aux producteurs. Demandez aux producteurs de cajou, demandez aux producteurs de soja. Ils vous diront la vérité. Parce que le mode qui a été mis en place, on dit... Mais en fait, je crois que je l'ai expliqué déjà sur ce plateau. On dit que les gens peuvent vendre au prix qu'ils veulent. D'accord? Mais pour l'exploitation, il y a des mesures qui sont prises. Donc, du coup, vous êtes obligé de vendre ici au plan local. Et celui qui vient acheter chez vous au plan local, en réalité, dans une certaine mesure, peut jouer sur les prix. Et les producteurs souffrent de ça aujourd'hui. Il est bon d'interdire l'exploitation. Mais je voudrais que le gouvernement se penche véritablement sur le prix d'achat de ces matières premières chez nos producteurs qui font assez d'efforts pour avoir la matière première, mais chez qui on achète ça à un prix dérisoire. Le vrai problème, c'est à ce niveau. Voulez-vous dire, sans ces dispositions, que les arrestations vont se multiplier peut-être? Ça va continuer. Ça va continuer parce que les gens voudront toujours, beaucoup plus de bénéfices. Nous sommes, je le rappelle toujours, nous sommes dans un système capitaliste. Ceux qui nous dirigent sont des capitalistes. Mais pourquoi vous voulez interdire à ceux qui sont au bas de l'échelle d'être capitalistes? Mais le capitalisme, c'est que je vends à celui qui m'offre le meilleur prix. Et ça me permet de faire du profit. C'est la recherche du profit dans le système capitaliste. Hein. Chacun recherche son profit. Pourquoi vous, au sommet, vous voulez rechercher votre profit, mais vous voulez empêcher les gens qui sont au bas de l'échelle de rechercher le profit? Les gens s'échinent pour produire le soja. Les gens qui ont les champs d'anacade, du cajou, ils font beaucoup d'efforts pour avoir les matières premières. Mais à la vente, on achète ça à quel prix? Si on rassure davantage les producteurs, avec un bon prix qu'on leur propose, est-ce qu'ils voudront sortir? Si vous produisez par exemple 2 hectares de soja, d'accord, et que vous avez le soja, vous regardez l'intrant que vous avez mis dedans, vous regardez le kilo de soja que vous achetez pour mettre en terre, le sacrage, tout ça là, et que vous faites, et que vous vendez, si vous vendez le produit à 300 francs, ça vous permet de gagner au moins 25 francs par produit, d'accord, et que
au finish, pour acheter ce produit chez vous, on vous dit qu'on ne peut acheter le produit chez vous qu'à 270 francs. Est-ce que vous serez d'accord? Vous avez les voies et moyens pour sortir ça frauduleusement? Je ne vais pas produire mon produit et vendre ça à perte. Mais malheureusement, c'est ce à quoi les producteurs sont confrontés aujourd'hui. Il y en a beaucoup parmi eux qui produisent, mais qui sont obligés de vendre à perte. La réalité est là. Je crois que des producteurs nous ont appelés ici. Pourquoi ils ne s'organisent pas pour aller rencontrer le ministre de l'Agriculture? Il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Vous vous rappelez cette rencontre des producteurs de soja qui sont allés à la présidence et d'autres sont montés au créneau dans les coins pour dire que ce n'est pas leurs frères représentants, que ceux qui étaient allés à la présidence étaient des politiques producteurs et que les vrais acteurs sont sur le terrain, qu'on ne les a pas associés. Ce débat a eu lieu dans ce pays. Donc, les réalités sont là. Vous savez, quand on va dans les archives, il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir. Moi, j'estime fondamentalement que oui, la police fait son travail. Le gouvernement, d'accord, veut de la matière première pour l'industrie locale, mais il faut traiter les paysans à justice en leur proposant un prix abordable qui leur permet d'avoir ne serait-ce qu'un petit profit. J'ai rappelé ici sur ce plateau qu'il y a des gens, à cause des prix fixés par le pot de soja, il y a ce producteur qui m'envoie des messages, j'ai lu ça sur ce plateau, qui a dit jusqu'à nouvelle ordre qu'il ne fera plus de soja. Pourquoi? Parce que le prix auquel on a acheté le soja ne l'arrangeait pas. Il a dû payer des dettes parce qu'il a fait des prêts. Donc il a écrit, c'est là, moi je l'ai lu déjà sur ce plateau, il a dit jusqu'à nouvel ordre il ne fera plus de soja. Donc les réalités sont là. Moi j'estime que les gouvernants font un travail énorme. C'est vrai que la zone Glodigbé est là pour transformer les produits locaux, d'accord, oui, d'accord. Tout ça c'est beau. Mais quand nous recherchons notre profit au sommet, permettez aux autres aussi de rechercher leur profit, en leur accordant une marge qui leur permet de faire ne serait-ce qu'un petit bénéfice, c'est très important. Vous n'avez pas choisi comme sujet ce matin la démission du directeur général de l'ANIP, mais c'est une égalité, il faut qu'on en parle, puisque tous les journaux en ont fait cas. À leur une, surprise générale, le directeur général de l'ANIP qui démissionne. Si vous voulez que moi je dise ce que je pense, c'est que moi je considère ça comme, je ne sais pas, comme une déception, puisque les Béninois avaient décrié qu'un étranger soit nommé à la tête de l'ANIP. Vous vous rappelez tout ce qui a été dit à ce propos, et finalement, on ouvre notre ANIP, si je peux le dire ainsi, à un Rwandais, et puis finalement il démissionne. Et si un Béninois, si on nommait un Béninois à ce poste, est-ce que ce n'est pas un échec pour notre image? Comment un échec pour notre image si on nomme un Béninois? Moi, je pense que les Béninois étaient là quand on a nommé un Rwandais. Oui, les Béninois étaient là. Est-ce que le Béninois qui était là avait démérité? Posons une vraie question. Quelle était la raison fondamentale pour laquelle on a enlevé le Béninois? Et quels sont les proches de l'ancien du Béninois qu'on avait enlevé qui sont toujours à l'ANIP? Allez chercher. Il y a des proches de l'ancien Béninois qu'on a enlevé qui sont encore là à l'ANIP. Alors, moi, le problème aujourd'hui, c'est vrai que nous n'étions pas d'accord qu'on amène un Rwandais à la tête de l'ANIP parce que, peu ou prou, certains aussi. Moi, sur la question d'amener un expatrié à la tête de l'ANIP, je n'étais pas d'accord. Mais pour certains acteurs politiques, c'était un moyen de pouvoir confisquer les données biométriques et certaines choses pour contrôler les élections de 2026. C'était le discours aussi de la part des acteurs politiques. Mais moi, j'estime fondamentalement que, comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui connaît là où il va et ce qu'il veut. Et qui essaie d'associer ceux qu'il veut pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, à un moment donné, le chef de l'État a estimé que le Rwandais Pascal Nyamunida était la meilleure personne pour gérer cette structure-là, et on l'a amené. Mais il faut maintenant analyser les faits qui ont conduit à sa démission. Je crois qu'on ne va pas se réjouir de ce qu'il est parti, mais on doit aussi se poser des questions. Parce que s'il est parti en n'étant pas en de bons termes avec ceux qui l'ont amené, attendons-nous à avoir peut-être d'ici quelques jours des informations, des déballages sur comment est-ce que ça a évolué. Mais on sait qu'il y a quelques jours, il y avait les corrections des données nominatives au niveau de l'ANIP. À un moment donné, il y avait beaucoup de...
On a appris que beaucoup de personnes passaient derrière de l'argent, prenaient de l'argent et faisaient des choses. Et il a fallu maintenant suspendre les corrections des données nominatives. Et après ça, cette suspension, il décide de partir. Il doit pouvoir nous dire pourquoi il part, même s'il n'est pas plus, s'il ne peut pas le dire au Bénin. Je suis sûr que j'attends. Il dira au chef de l'État, certainement. Oui. Puisque c'est lui qui l'a nommé. Oui, ce qui est sûr, rien n'est caché sous le soleil. Tôt ou tard, on saura pourquoi il est parti. Mais j'estime fondamentalement que le Bénin, qu'un Béninois soit à la tête de la NIP, oui, c'est tout souhait pour tout Béninois, parce que les spécialistes de l'état civil, il y en a plein. Hein. Je connais un monsieur quand même qui gère l'état civil depuis le régime, qui est là, qui a les compétences, mais qui malheureusement n'a jamais été promu à ce poste. Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi on ne le met pas quand on était allé chercher un Rwandais. Et bon, maintenant, celui qui était là, il faut aussi rappeler, Gougbedi Cyril, c'est lui qui avait géré, c'est ce que peut-être que beaucoup ignoraient, c'est lui qui avait géré le RAVEC. Vous vous rappelez de cette affaire? Bien sûr. Recensement administratif à vocation état civil. État civil, oui. Un projet qui n'est jamais allé à terme parce qu'on a pu voir, on n'a jamais eu de bilan par rapport à ça. Mais après, quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, Patrice Talon l'a nommé à la tête de la... En tout cas, tous ces projets ont aidé aujourd'hui à ce qu'on atteigne le niveau où on est. Justement. Puisque quelque chose avait commencé. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui avait au moins, même si l'autre projet, on ne connaissait pas comment ça a fini, au moins qui avait au moins quelques bribes d'informations, qui a des compétences en la matière. Et c'est pour ça. C'est pourquoi je dis, est-ce que véritablement, comment vous appelez, Cyril Gougbedi avait démérité? J'estime fondamentalement que le problème n'était pas là. Il y avait peut-être deux objectifs que le chef de l'État, le gouvernement voulait atteindre et estimait que c'est Pascal Yamoulinda qui pourrait le faire. Maintenant, le nouveau qu'on annonce là, ce n'est pas encore confirmé officiellement. Parce que, oui, je ne sais pas pourquoi l'on annonce alors qu'on n'a pas non, c'est parce officiellement une décision qui nomme quelqu'un. On a dit qu'ils ont déjà nommé comme ça d'autres personnes, déjà ministres dans ce pays. Non, vous savez, on n'a plus rien vu venir. La vraie information que moi j'ai reçue, c'est que le monsieur a démissionné depuis le lundi. D'accord. Donc, le lundi, c'est avant-hier. Avant-hier. Donc, c'est possible que juste après, qu'on nomme quelqu'un rapidement pour ne pas laisser le poste vacant et pour ne pas laisser les gens aller dans toutes sortes de supputations ou de polémiques. Et donc, il fallait pouvoir rapidement à son emplacement. Parce que vous vous rappelez, moi, quand même, quand le ministre de l'Agriculture a nommé, ils ne sont pas allés en conseil ministre, quand on a suspendu le DG Absa, automatiquement, il a nommé un intérimaire. Donc, c'est fort probable que celui dont le nom annoncé est déjà nommé. Peut-être que ça va être confirmé aujourd'hui en Conseil des ministres, on attend de voir. Mais on attend toujours, j'estime qu'on attend de Pascal Yamoulinda des explications, qui nous disent clairement ce qui... Parce qu'il était venu là, les gens l'ont décrié, il a fait un travail. Quand il ne veuille pas... Est-ce que vous voulez des explications de sa démission ou qu'il nous fasse le point de ce qu'il a fait à la tête de la Ligue? Non. Moi, je ne peux même pas demander, on ne peut même pas lui demander de faire le point de ce qu'il a fait. Mais bien sûr. Ce qui est sûr... Mais bien sûr qu'on peut lui demander de points. Il faut au moins se réjouir de ce que quand il était là, il y a des choses qui ont bougé, des lignes qui ont bougé. Il y a au moins une accélération en termes d'obtention de certains papiers. Il y a aussi quand même de certaines pièces, j'allais dire. Et il y a aussi que le travail était beaucoup plus, en tout cas... Il faut avouer qu'il y a quelque chose qui a été amélioré. Hein. Et même sur le coût, on a pu voir qu'il a diminué les coûts également pour l'acquisition des pièces d'état civil et autres. Mais moi, tout ça, on ne va pas peut-être perdre du temps à l'attendre sur ce terrain, mais qu'ils nous disent ce qui l'a amené à démissionner. Mais vous avez vu un quotidien qui nous parle de BEF. Oui, il y a des... C'est ce que je disais. Il y a un autre qui s'exclame. Oui. Est-ce une démission? Est-ce que... Non, je vous disais clairement tout à l'heure qu'il y a il y a des gens qui avaient, dans la question, dans le dossier de correction des données nominatives, il y a des gens qui prenaient de l'argent. Il y avait un certain nombre de mauvais comportements observés au niveau de la structure. Et c'est ça qui a fait que certaines personnes sont interpellées actuellement. Voilà, donc, est-ce que c'est ça? Certains estiment que ce sont ces éléments qui ont fâché donc, le directeur général. Oui, justement, tout ça là, c'est qu'on imagine, on suppose que c'est ça qui l'a énervé, et par honneur, il décide de démissionner. Mais il doit pouvoir quand même dire clairement lui-même avant de pouvoir... Parce que ça fait... Le dire, c'est faire honneur à son pays, pour dire, oui, je suis venu au Bénin, on m'a confié une mission, j'ai fait mon travail, mais voilà ce pourquoi je pars. C'est bon pour son pays. Parce que d'autres Rwandais, on en a encore dans nos administrations. Hein. Je ne vais pas citer où ils se trouvent. Oui, ils se trouvent dans d'autres structures de l'État. Ils ont la nationalité béninoise, certainement.
Non, pas nécessairement. Vous savez, j'ai dit, le chef de l'État peut aller prendre un Américain et lui confier une tâche au Bénin. On va dépasser ce débat et dire, c'est lui qui sait là où il nous amène et c'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Et donc, quand il amène un Américain, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir le résultat. Maintenant, le problème chez moi, que je dis clairement, c'est en réalité, je vois... je ne sais pas comment je vais apprécier ça par rapport aux formations politiques n'ont aucun pouvoir sur le chef de l'État, quand bien même ils se targuent tout le temps de dire que c'est eux qui ont travaillé à l'élection du chef de l'État. Dans tout ce lot-là, si le chef ne trouve pas des compétences rares pour sa mission et on arrive à aller chercher hors du territoire, les partis politiques qui le soutiennent doivent se remettre en cause. Et pour finir avec ce sujet, la démission, ce n'est pas une faiblesse lorsqu'on sait que nous n'avons pas la culture de la démission. C'est une question d'honneur. La démission, c'est une question d'honneur. Vous savez, quand on a interpellé, on a rappelé de la nana du Bénin en France, le DG Absa, première chose, une fois que l'information est tombée, il aurait pu démissionner. Il aurait pu démissionner. J'ai discuté avec quelqu'un, un cadre du ministère de l'Agriculture ce matin pour savoir pourquoi est-ce qu'on l'interpelle. Et je précise, selon les informations qu'il m'a données, ce n'est pas que lui qui est interpellé. Il y a le directeur du laboratoire qui contrôle le produit d'abord. Et c'est lui qui appose sa signature sur l'autorisation. À la fin du processus, c'est le DG qui met sa signature. Donc le DG est interpellé et puis le directeur du laboratoire également est interpellé. Et donc, s'il avait démissionné, peut-être qu'il aurait pu avoir une situation atténuante. Le fait de rester en poste aussi, de faire l'indifférent peut-être aussi a conduit à l'arrêter, à le mettre en garde à vue et de devoir pouvoir répondre parce que nous perdons pratiquement un label de ce côté-là. Et donc, la question de la démission, nous n'avons pas ça dans notre culture. Quand vous êtes à la tête d'une équipe et que 2 éléments, 3 éléments sont différents dans le système et que ça porte à votre responsabilité, à votre crédibilité. À la crédibilité de votre pays, à l'image de votre pays, automatiquement, la meilleure chose à faire, c'est de démissionner d'abord. Vous démissionnez après, vous donnez votre version, et après, on peut vous promouvoir ailleurs. Mais quand on vous décharge de cette manière, vous savez, ça vous suit toujours, parce qu'au plan international, on pourrait avoir besoin des gens comme vous, qui ont des compétences comme vous. Mais quand on peut traiter votre façon de faire de légèreté ou de quoi. Parce que là, quand on vous interpelle, vous n'avez plus la possibilité de parler. Vous savez, le DG Absa est là maintenant, on l'a vu. Est-ce qu'il peut parler aux journalistes? Est-ce qu'il peut s'expliquer? Non. Même si après, il arrivait il cherchait des moyens pour s'expliquer, ça n'aura plus d'effet que quand il démissionnait et qu'il donnait sa part de vérité. Bon, Roland Tonnerre, on va aborder le dernier sujet. C'est bien Matin Libre qui en parle. Les droits des détenus bafoués selon le parti de l'opposition, les démocrates, puisqu'il y a eu un prisonnier décédé en prison. C'est bien triste, ce n'est pas qu'un seul prisonnier décédé en prison. Il y avait un qui était décédé il y a quelques semaines, ai-je appris. Et puis après, on estime que, en tout cas, on a pu voir l'autre Latif qui est décédé tout récemment également. J'ai vu les images, ce qu'il est devenu. J'étais assez choqué parce que quand vous regardez les images, ça fait pleurer. Je continue de le dire, les intrigues politiques ont conduit à amener des gens en prison en 2020, 2019, 2020, 2021. Mais ces périodes sont derrière nous. Vous imaginez que des gens sont en prison depuis ce temps, ne sont jamais jugés? Ils sont en prison seulement, on les a jetés seulement en prison. On aurait pu les juger pour dire, bon voilà, vous êtes condamnés pour 2 ans, 3 ans, et que certains parmi eux seraient déjà sortis de prison. Mais on les a laissés en prison. Et je comprends bien cette méthode. Cette méthode, c'est juste pour décourager toute personne qui oserait monter au créneau après pour dénoncer, pour jouer un peu les rebelles dans le pays. Parce que quand vous voyez ça, quel jeune, en voyant ça, peut oser aller se mettre au front demain, quand il y aura casse en 2026, bon, je ne souhaite pas ça, ça n'arrivera pas. Plaise à Dieu et plaise aux acteurs politiques qui soient suffisamment amoureux de leur pays pour une fois. Donc, évidemment, si ça arrive, des situations comme ça, quel jeune pourrez-vous voir encore au front? Donc, en réalité, il y a cette manière, cette méthode pour décourager les jeunes qui vont voir que ça va mal, mais pour leur dire, si vous osez, en réalité, vous subirez le sort de ces personnes-là. C'est ce que la lecture que je fais de cette situation. Et je voudrais rappeler à nos gouvernants, à tous ceux qui ont un pouvoir de décision dans ce pays aujourd'hui, pour dire, écoutez, la route tourne. La route tourne et elle tournera toujours.
Des gens plus forts sous le général Mathieu Kékou, on sait comment ils sont grabataires aujourd'hui, dépouillés de tout, ils n'ont plus rien. Ils souffrent, en tout cas, dans le silence. Ils ne peuvent pas se plaindre d'acheter quelqu'un parce qu'ils ont eu à faire tellement de mal à d'autres personnes quand ils avaient le pouvoir. Et donc, si vous avez la chance aujourd'hui de diriger des gens aujourd'hui, je continue de comparer. En 2021, nous sommes allés aux élections à la même période que le Congo, chez Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a arrêté des activistes politiques. Mais juste après son élection, il les a sortis de prison parce qu'il estime que c'était à cause des intrigues politiques qu'il les a libérés. Au Bénin, ça nous coûte quoi de faire ça? On dira que des gens sont morts. Mais des gens sont morts. Mais les responsabilités, les gens, ils savent très bien situer les responsabilités. Ne continuons pas à avoir la sourde oreille. J'ai toujours dit, écoutez, j'ai la liste de ceux-là qui sont en prison. J'ai pu voir un vieux de 80 ans qui est encore en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont revendiqué, ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. Non, on va continuer ça jusqu'à quand? 5 ans, c'est 5 ans. Mais, le dire, ce n'est pas un crime. Et si les gens se retrouvent en prison, on dit blanchiment de capitaux pour l'autre, on dit terrorisme pour l'autre. On a pu voir comment est-ce que d'autres affaires de terrorisme ont été traitées il y a quelques semaines. Je ne vais pas citer, mais ils savent, on se connaît. Mais pour dire, faisons très attention. Parce que tout acte que nous posons aujourd'hui, ça nous rattrapera. Et ceux-là qui pensent que maintenir ces gens en prison les fait souffrir, parce que Latif dont on parle, Radi dont on parle, il était malade depuis. Et on demandait à ce qu'ils soient envoyés à l'hôpital. Les gens n'auraient pas voulu l'envoyer à l'hôpital. Et c'est quand ça s'est empiré et que ça s'est aggravé qu'on l'a maintenant amené à l'hôpital. Vous imaginez quelqu'un à l'hôpital, prisonnier qu'on n'a pas encore condamné, jugé, et puis menotté au lit à l'hôpital. Mourir, quand vous le voyez, il était devenu presque comme un squelette. Vous avez vu la photo? J'ai la photo, j'ai vu les photos. Moi, j'ai les photos. Et comme un squelette, ce n'est pas un être humain. Non, non, on n'a pas besoin d'aller à ces extrêmes parce que peut-être on a un pouvoir, une parcelle de pouvoir aujourd'hui. Je pense que les gens doivent commencer par être assez humanistes. Au-delà de tout. Écoutez, moi, je dis une chose. Ça coûte quoi de sortir Ricky Amadougou de sa prison et de la mettre en résidence surveillée? Ça coûte quoi de sortir Joël Aïvor? De le mettre en résidence surveillée? Ça coûte quoi de libérer? Ils ont déjà fait 2021 à 2024, ça fait 3 ans quand même. Ceux qui sont là depuis 2019, ça fait quand même 5 ans. Ça coûte quoi de les condamner au plus tôt, de les juger au plus tôt, d'organiser leur procès, de les juger, de les libérer? Et si les gens dépassent, s'il faut leur interdire de sortir du territoire, même si vous pouvez, le monde a évolué, si vous voulez leur mettre des puces à la main ou au pied pour les contrôler, faites ça. C'est des intrigues politiques. Moi, j'estime qu'à un moment donné, ça peut ne pas être du goût de ceux qui nous dirigent, ça peut ne pas être du goût de ceux qui soutiennent, ceux qui nous dirigent. Oui, mais n'oubliez pas, vous qui soutenez et qui faites des vous-là, qui pensez que oui, le régime a raison de faire ci, a fait ça, et que non, ils ont péché. Quel péché ont-ils commis? Quel péché ont-ils commis? Moi, je crois qu'ils ont, même s'ils ont commis des péchés, à un moment donné, asseyons-nous, faisons le bilan. Parce que, tôt ou tard, l'histoire va être reprise par d'autres personnes. Vous imaginez quelqu'un en prison comme ça, il finit dans la douleur, il sort de prison, il vous rappellera demain, dans 10 ans, dans 5 ans, parce qu'il racontera l'histoire à ses enfants. Il y en a parmi eux qui ont perdu femme et enfants. Vous avez vu Thibault, la dernière fois quand il est sorti? Même si je le qualifie de l'exemple de bravoure, de témérité quand même, mais vous voyez comment ce qu'il était devenu. Donc, si quelqu'un va en prison comme ça, sort et dit, c'est telle famille-là, telle personne qui m'ont mis en prison et qui m'ont maltraité, il le dit à ses enfants. Demain, si ces enfants ont la possibilité d'avoir le pouvoir, que feront-ils des enfants de ces personnes? Joël Aïvor a des enfants, Ricky Amadougou a des enfants, qui sont très intelligents et qui suivent tout de près et qui auront peut-être la chance d'être ministres, députés dans ce pays, président de l'Assemblée nationale, président de la République, pourquoi pas? Mais s'ils se souviennent que c'est les parents de tels qui ont mis leurs parents en prison pour des histoires de politique, imaginez comment ça peut continuer. Donc, si on a la possibilité d'arrêter ça là maintenant, de faire la paix, qu'on s'asseye pour dire, bon, maintenant, oui, nous sortons d'une situation de crise, voilà, mais nous pensons qu'il faut faire ci, faire ça. J'ai toujours dit,
je ne fais pas le combat de Ricky Amadougou, de Joël Aïva. Je fais le combat de toutes ces personnes qui sont retrouvées en difficulté en prison et qui souffrent. Les gens meurent en silence. Les gens n'ont pas de quoi manger en prison. Les gens souffrent. Mais pour des intérêts politiques, on les maintient en prison. Je crois que chacun de nous doit pouvoir prendre la mesure de la situation et analyser. Ce que je fais aujourd'hui là, est-ce qu'en réalité ça construit l'avenir de mes petits-enfants, de mes enfants? Est-ce que ça construit, ça garantit, préserve la paix entre les Béninoises et les Béninois? Est-ce que du nord au sud, dans 5 ans, dans 10 ans, on peut parler tous ensemble le même langage? Je crois que c'est des questions qu'on doit se poser. Et ceux-là qui sont autour du chef de l'État à cause de leurs intérêts politiques, je vous le dis en toute sincérité, je crois que chacun joue son rôle dans la République. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de soutenir le chef de l'État, d'encourager le chef de l'État, peut-être. Le chef de l'État, c'est un être humain. Il peut faire des erreurs. Mais si les gens autour de lui ne peuvent pas avoir le courage à un moment donné de lui dire, monsieur le président de la République, moi je ne suis pas d'accord, et à partir de ce moment je dépose le tablier, je ne vous soutiens plus. Je crois que si des gens commencent pas à faire ça, le chef aussi peut-être peut se remettre en cause. Mais toutes ces personnes, parce qu'on ne veut pas voir Ricky Amadougou à Parakou, parce qu'on veut toujours espérer être député à Parakou, parce qu'on veut espérer être ministre au gouvernement Patrice Talon. Et donc, on ne veut pas du tout que Ricky Amadougou sorte de prison. On ne veut pas que Joël Aïva sorte de prison, parce que s'il sort de prison et qu'il se lève la main pour être député à Porto-Novo, peut-être que sa liste va rafler tous les sièges à Porto-Novo. Et donc, par conséquent, il faut le maintenir en prison. Il faut encourager pour qu'il soit toujours en prison, pour qu'eux continuent d'être chefs politiquement. Non, ce n'est pas la solution. Parce qu'on a vu l'autre député en prison... qui a été élu. Non, pas à Tao. Entre parenthèses, la coque. Oui, justement, oui. Enfin, bon, pardon. Voilà. Moi, je crois que oui, c'est des exemples. Mais c'est les calculs politiques qui font que Ricky Amadougou et Joël Voss et autres sont encore en prison. C'est pas autre chose, hein. C'est juste le calcul politique. Sur papier, on se dit, s'ils sortent maintenant, est-ce que s'ils sortent maintenant, est-ce qu'on a la certitude qu'on peut gagner les élections en 2026? Est-ce que notre camp va continuer? Et après, c'est nous qui est dit légalement ou bien déguisé, est-ce que ça va continuer? Et donc, par conséquent, il faut les maintenir et que c'est peut-être après 2026. Mais votre message est très touchant ce matin. J'en avais presque les larmes aux yeux, surtout. Non, mais bon, écoutez. Surtout que je n'ai même pas vu la photo. J'ai vu la photo. J'ai vu la photo. Ce n'est pas les images qu'on peut montrer à la télé, mais j'ai vu la photo. J'ai vu ce que le Latif Radji est devenu. En tout cas, on va... Et puis mort, menotté. Je crois que on sait que nous sommes suivis et que les Béninois sont sensibles, le chef de l'État est sensible, son entourage est sensible. Et je pense quand même que quelque chose sera fait. Puisque nous avons parlé du Niger, vous avez vu, les résultats sont là, on sait, on est suivi, on est écouté, et quelque part parfois, le cœur de nos autorités parle. Et ne soyez pas surpris que dans quelques semaines, des choses soient faites. Du 1er août, ça peut pour être le bon message pour le 1er août. Patrice Talon est en train de finir son mandat. Je crois que si je dois lui donner un conseil en tant que pas journaliste, en tant que fils, c'est de lui dire, d'ouvrir les yeux et qu'on se rende compte que les mains qui sont autour de lui, qui l'encensent, qui le qualifient de demi-dieu, je ne sais quoi, étaient avec le général Mathieu Kérékou et ont tout fait de le désavouer en 2006 pour soutenir Boni-Aï. Et les mêmes ont servi Boni-Aï de 2006 à 2000, comment vous appelez, à 2016. Et d'ailleurs, même lui-même, il a eu la chance de positionner des gens autour de Boni-Aï. Et si ces personnes sont aussi manipulables, ceux-là qu'il a manipulé, qu'il a positionné, qui ont servi Boni-Aï, mais qui le servaient des intérêts, qu'ils n'oublient pas que les mêmes personnes, demain, peuvent servir quelqu'un d'autre et le livrer à la vindicte populaire. Laurent Roland-Tonekes, merci. C'est moi. Merci et merci. Que Dieu vous protège et nous protège. Bon, c'est toujours.